Depuis le 7 octobre, plus de 220 otages de toute nationalité et confession sont aux mains du mouvement terroriste Hamas dans la bande de Gaza. Parmi eux, des bébés et des enfants. Kfir, 9 mois. Aviv, 2 ans. Emilia, 5 ans et ses 2 sœurs jumelles. Emma et Yuli, 3 ans. Yael, 3 ans. Avigail, 3 ans. Raz, 4 ans. Ariel, 4 ans. Ella, 8 ans. Nav, 8 ans. Ohad, 9 ans. Ofri, 10 ans et ses 2 frères et sœurs Yuval, 8 ans. Et Oria, 4 ans. Ethan, 12 ans. Erez, 12 ans. Noam, 12 ans. Daphna, 14 ans. Sahar, 16 ans. Noya, 16 ans. Amit, 17 ans. Ophir, 17 ans. Ne les abandonnons pas. Cette barbarie est un crime contre l'humanité. Notre mobilisation se doit d'être universelle pour les libérer. Ramenez-nous nos enfants. Édition spéciale. Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous sommes le dimanche 5 novembre, il est 11h, vous écoutez RCJ sur le 94.8 et le DAB+, et sur notre application. Au programme de cette édition spéciale, l'actualité en temps réel avec notre correspondante en Israël, Emmanuel Ada, puis nous ferons un point sur ce que l'on sait de l'agression de Lyon avec Jean-Luc Médina, avocat et président du FSJU Auvergne-Rhône-Alpes. Nous évoquerons ensuite avec Anne Bruniera, députée Renaissance de la 4e circonscription du Rhône, la vague d'antisémitisme en France. Nous recevrons ensuite François Heilbronn, vice-président du Mémorial de la Shoah. Et enfin, Geoffroy Boulard, maire LR du 17e arrondissement de Paris et vice-président de la métropole du Grand Paris, sera à notre micro. Voilà donc pour le programme de cette édition que l'on débute tout de suite par le journal. Le journal. Une jeune femme de confession juive a été poignardée ce samedi à son domicile à Lyon, a indiqué le parquet de la ville qui évoque un possible mobile antisémite, tandis que le CRIF en appelle à la prudence. Le pronostic vital de la jeune femme de confession juive blessée par arme blanche à son domicile, situé dans le 3e arrondissement de Lyon, ne se trouve pas engagé, a annoncé le parquet dans un communiqué. Aucune interpellation n'a eu lieu à ce stade. Selon une source policière, les faits se sont produits vers 13h15. La victime a déclaré que quelqu'un avait sonné à sa porte et qu'il lui avait porté 2 coups de couteau quand elle avait ouvert. Il était vêtu de sombre, le visage partiellement masqué et a pris la fuite après les faits. Une croix gammée est taguée sur la porte, mais il n'est pas possible de la dater à ce stade, a précisé la source. Les premières constatations ont conduit le parquet de Lyon à ouvrir une enquête du chef de tentative de meurtre aggravée par la circonstance que le passage à l'acte pourrait être motivé par un mobile antisémite selon le parquet. Ce sont, rappelons-le, près de 900 actes antisémites qui ont été recensés depuis le 7 octobre et plus de 400 interpellations. Des rassemblements de soutien au peuple palestinien ont réuni des milliers de personnes samedi à Paris, où étaient présents Jean-Luc Mélenchon et ailleurs en France. À Paris, le cortège a réuni environ 19 000 manifestants selon la préfecture de police et 60 000 selon la CGT, l'un des organisateurs avec d'autres syndicats, des associations et des partis politiques. L'occasion pour Jean-Luc Mélenchon d'écrire sur X, je cite, quelques centaines de personnes, écrit Libération, 1 millier d'IBFM, même propriétaire, même mensonge. En fait, les rues sont pleines de bastianations. Les soutiens inconditionnel du massacre mentent pour rien, en faisant référence à Patrick Drahi, qui n'est d'ailleurs plus propriétaire de Libération. Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a affirmé ce samedi qu'Israël trouvera et éliminera le chef du Hamas palestinien dans la bande de Gaza, Yahya Sinwar. J'en appelle aux résidents de Gaza, plus vite vous le trouverez vous-même, plus vite on en finira avec cette guerre, a-t-il ajouté. L'armée israélienne a annoncé avoir lancé des raids aériens contre des cibles du Hezbollah après des attaques du mouvement libanais marquant une escalade de la tension à la frontière nord d'Israël. En réponse aux tirs en provenance du Liban, les avions de combat de l'armée israélienne ont frappé des cibles terroristes du Hezbollah, a indiqué l'armée israélienne dans un communiqué. Une manifestation des familles et soutien des otages enlevés par le Hamas a rassemblé ce samedi soir plusieurs milliers de personnes à Tel Aviv, exigeant du Premier ministre Benjamin Netanyahou davantage d'efforts pour leur libération.
Les dirigeants du groupe terroriste palestinien Hamas à Gaza ont suspendu l'évacuation des détenteurs de passeports étrangers vers l'Égypte après le refus d'Israël d'autoriser l'évacuation de Palestiniens blessés vers des hôpitaux égyptiens, indiqué à l'AFP un responsable de la police des frontières. Le fonctionnaire ne donne aucune information sur l'identité des blessés. Un haut fonctionnaire de l'administration américaine a déclaré hier que le Hamas avait tenté de faire sortir clandestinement ces terroristes de Gaza en les faisant passer pour des blessés palestiniens, a indiqué le Times of Israel. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken rencontrera le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas à Ramallah demain. Nous en reparlerons avec Emmanuel Ada. Le président américain Joe Biden a fait état de progrès dans l'obtention de la pause humanitaire réclamée par Washington dans les combats entre Israël et le Hamas à Gaza, censée aider à protéger les civils et à acheminer davantage d'aide vers la bande de Gaza. Et enfin, le président LR de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, plaide dans la tribune dimanche pour la destruction du Hamas qu'il voit, comme je cite, le principal ennemi des Palestiniens et dont l'éradication est aujourd'hui une condition nécessaire de la paix, dit-il. L'islamisme est bien le principal ennemi des musulmans comme le Hamas est le principal ennemi des Palestiniens, assure Laurent Wauquiez. Vous écoutez RCJ, il est 11h06 et nous retrouvons dans un instant notre correspondante en Israël, Emmanuel Ada. Édition spéciale. RCJ. Avec le FSJU, mobilisons-nous pour Israël. Engagez-vous dans l'action d'urgence. Votre aide fournira nourriture, produits d'hygiène, médicaments et réconfort aux enfants. En collaboration avec nos partenaires israéliens, La Tête, la Chavaya Israéli et le FSJU Israël, nous ciblons précisément les besoins sur le terrain, venant en aide aux appelés, aux populations dans le besoin, aux évacués des localités entourant Gaza et aux familles dans les abris. L'urgence est réelle et votre soutien est vital pour les semaines à venir. Donnez maintenant sur don.fsju.org/urgence-israël. don.fsju.org/urgence-israël. À quoi sert une chanson si elle est désarmée? Me disaient des Chiliens, bras ouverts, point. Plus que jamais, ne manquez pas le premier grand rendez-vous de la Tzedaka FSJU, le dîner des parrains, dimanche 12 novembre à 19h au pavillon d'Armenonville. Entouré de nos invités d'honneur, Katia et Sidney Toledano, et des parrains 2023, Michel Larocque et Pascal Elbé. Partie musicale exceptionnelle avec Julien Clerc. Je veux être utile à vivre et à rêver. La, 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 la. Solidaires plus que jamais, retrouvons-nous au dîner des parrains. Réservez maintenant auprès de Bianca au 01 42 17 10 08 et sur tzedaka.fr. tzedaka.fr. C'est le moment d'être meilleur. Envie d'apporter votre soutien à une cause qui vous tient à cœur? Venez rejoindre la formidable équipe de bénévoles du Fonds social juif unifié. Écoute de nos aînés, contribution à l'organisation d'événements, support administratif. Grâce à vous, le FSJU a la possibilité de continuer à mener à bien ses missions sociales, éducatives et culturelles. Mettez à profit vos compétences et partagez votre expérience en contactant Laetitia Ayoun au 06 80 50 69 88. 06 80 50 69 88. RCJ. Édition spéciale. Vous écoutez RCJ, il est 11h08 et nous sommes en ligne avec notre correspondante en Israël, Emmanuel Ada. Bonjour Emmanuel. Bonjour Elsa, bonjour à tous les auditeurs. Et on va commencer par faire le point sur la situation à Gaza. L'armée israélienne a affirmé aujourd'hui avoir frappé plus de 2500 cibles terroristes depuis le début des opérations terrestres dans la bande de Gaza le 27 octobre dernier. Les combats y sont très intenses depuis plusieurs jours. Tsahal a indiqué que ses troupes continuent d'éliminer des terroristes dans des combats rapprochés et que l'armée de l'air poursuit ses frappes contre des infrastructures du Hamas, des entrepôts d'armes, des postes d'observation, des centres de commandement. L'armée
l'armée progresse dans la ville de Gaza, appuyée par des bombardements et des tirs d'artillerie. Les soldats israéliens ont intensifié leurs opérations au sol dans le nord, cherchant à détruire le centre du Hamas qui est situé à Gazaville. Des dizaines de terroristes ont été tués. Et ce matin, des chars de Tsahal, des véhicules blindés et des bulldozers se sont approchés à une distance d'environ 2 km du quartier général du Hamas, situé sous l'hôpital Shifa. Tsahal a annoncé également l'ouverture d'un couloir humanitaire cet après-midi pour quelques heures le long de l'artère centrale Salah al-Adin à Gaza afin de laisser les populations civiles du nord qui restent encore sur place de se déplacer vers le sud. Hier, le Hamas avait cyniquement profité pour attaquer les forces israéliennes qui sécurisaient ce couloir. 1,5 million de Gazaouis ont été déplacés vers le sud depuis le début de la riposte israélienne au massacre du 7 octobre. À la frontière nord, selon l'armée, des avions de combat ont frappé un certain nombre de sites appartenant au groupe terroriste du Hezbollah dans le sud du Liban après que des roquettes aient été tirées sur Israël. Un missile guidé anti-char a été tiré depuis le Liban sur la région de Methoula sans faire de blessés. Et il y a quelques minutes, les sirènes ont encore retenti dans le nord. Alors que Nasrallah, dans son discours vendredi, n'a pas dit clairement qu'il voulait entrer dans le conflit, le ministre des Affaires étrangères iranien Hossein Amir Abdollahian a affirmé à son homologue irakien Fouad Hussein que l'expansion de la guerre était inévitable face à l'escalade et l'agression contre des civils, je cite, et que le soutien américain à Israël était la principale raison de l'escalade de la situation actuelle dans la région. C'est l'agence de presse iranienne IRNA qui a rapporté ces propos. Et qu'en est-il de la situation dans les territoires de Judée-Samarie? Pardon, allez-y. Dans les territoires de Judée, Samarie, à Jenin, les combats contre des terroristes cachés dans des tunnels et des immeubles ont été très intenses ces dernières 24 heures, mais également à Jérusalem-Est, dans la ville de Aboudis, où les forces de Tsahal ont démoli la maison où se terraient des terroristes qui n'ont pas voulu se rendre. Malgré les injonctions de l'armée, ils ont été éliminés. Et par ailleurs, comme on l'a évoqué, Anthony Blinken se rendra demain à Ramallah. Le secrétaire d'État américain Blinken va donc se rendre à Ramallah pour rencontrer le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas, avec qui il devrait discuter de l'après-guerre. Blinken va certainement évoquer avec lui que les États-Unis souhaitent que l'autorité palestinienne reprenne la bande de Gaza, après avoir évoqué déjà cette idée en privé avec des partenaires régionaux. Ramallah, pour sa part, a déjà affirmé qu'il n'avait aucun intérêt à retourner à Gaza, à moins que cela fasse partie d'une initiative diplomatique qui réunissent l'enclave avec la Cisjordanie et qui relance le processus de paix avec Israël. Une idée qui serait donc soutenue par l'administration Biden, mais qui n'a que peu de soutien au sein du gouvernement israélien. Blinken s'envolera ensuite pour Bagdad, où il rencontrera le Premier ministre irakien. Leur entretien portera sur les attaques menées par les milices irakiennes contre les forces américaines en Irak et en Syrie. Et enfin, quels sont les efforts diplomatiques déployés ? 2 anciens chefs de gouvernement étrangers sont venus exprimer leur soutien à Israël. Il s'agit de l'ancien Premier ministre britannique Boris Johnson et l'ex-chef du gouvernement australien Scott Morrison, qui ont été accueillis ce matin à leur arrivée par l'ancien ambassadeur d'Israël à l'ONU, Danny Danon. Au cours de cette visite éclair, ces 2 personnalités se rendront Beth Achayal de Jérusalem pour y rencontrer des militaires qui ont également la nationalité britannique ou australienne et qui participent au combat de Tsahal contre les terroristes du Hamas. Ils vont également se rencontrer et s'entretenir avec des familles endeuillées. Le Tchad a rappelé son ambassadeur en Israël pour consultation. L'ambassade du Tchad avait été ouverte au mois de février dernier seulement, et le Tchad est le 7e État à rappeler son ambassadeur depuis le début de la guerre à Gaza, après la Turquie, le Honduras, la Colombie, la Jordanie, la Bolivie et Bahreïn. Et pour terminer sur la diplomatie, les images, vous le savez, sont plus forts que les mots. Le ministre des Affaires étrangères, Eli Cohen, a demandé à toutes les représentations israéliennes dans le monde de promouvoir dans les parlements, auprès des représentants des réseaux sociaux, des influenceurs et des décideurs, le film retraçant les atrocités commises par le Hamas en Israël le 7 octobre dernier. Je rappelle que ces images sont celles relevées sur les caméras GoPro des terroristes ainsi que celles des kibboutz. Elles sont donc des traces indiscutables du massacre commis lors de ce samedi soir.
Samedi noir, pardon. Merci beaucoup, Emmanuel Ada, en direct d'Israël. Vous êtes sur RCJ, il est 11h14. Nous sommes maintenant avec Jean-Luc Médina, avocat et président du FSJU Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour. Bonjour. Nous avons appris hier soir qu'une jeune femme de confession juive avait été poignardée à Lyon à son domicile devant lequel une croix gammée avait été taguée. De quelles informations disposez-vous ce matin et qu'en est-il à la fois de l'état de la victime et du mobile antisémite a-t-il été retenu ? Alors, apparemment, la police enquête sur un mobile antisémite. La personne est... heureusement pour elle, ses jours ne sont pas en danger, elle va s'en sortir. Ce sont des faits qui sont bien évidemment choquants dans le climat que nous vivons actuellement, à la fois sur Paris, mais également dans les régions où il y a des communautés juives. En revanche, en ce qui nous concerne, communauté juive et nos services, nous n'avons pas pour l'instant d'informations. Nous n'avons pas pu avoir accès à la victime pour discuter avec elle, parce qu'elle est, je crois, encore hospitalisée. Donc pour l'instant, nous laissons la police mener son enquête et nous ne pouvons pas à ce stade, pour nous, conclure de manière absolument certaine à la motivation antisémite. Et quel est, de façon plus générale, l'état d'esprit de la communauté juive à Lyon aujourd'hui ? Alors écoutez, nous sommes dans le même état d'esprit que vous l'êtes à Paris ou dans d'autres régions de France. Il y a un climat qui est absolument détestable, de manifestations à répétition qui parfois sont autorisées et dont on connaît les motivations profondes, malheureusement. Un climat d'antisémitisme très fort, des actes. Et je puis vous dire qu'il y a 15 jours, nous dînions avec Laurent Wauquiez, qui était qui est le président du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, pour nous féliciter du climat sur Lyon et la région. Malheureusement, 24 heures plus tard, les choses ont dégénéré, à la fois sur Lyon, mais à la fois sur Grenoble, le même climat. Antisémite, beaucoup d'insultes, beaucoup de propos, beaucoup d'attitudes, beaucoup de menaces. Et donc c'est absolument un climat détestable comme on a rarement vu depuis plus de 20 ans. Merci beaucoup pour ce témoignage et d'avoir été notre invité ce matin sur RCJ. Jean-Luc Médina, avocat et président du FSJU Auvergne-Rhône-Alpes. Merci à vous. Et nous sommes à présent en ligne avec Anne Bruniera, députée Renaissance de la 4e circonscription du Rhône. Bonjour. Bonjour. Avec les informations dont nous disposons actuellement, quelle est votre réaction à cette agression d'une jeune femme de confession juive hier à Lyon ? Écoutez, effectivement, en tant que députée de cette circonscription, de cette partie du 3e arrondissement de Lyon, ce que je sais à cette heure, c'est qu'effectivement, une jeune femme juive a été agressée de plusieurs coups de couteau. Son état de santé à cette heure est rassurant et j'en profite bien sûr pour lui apporter tout mon soutien et à ses proches. Ce que l'on sait, c'est assez peu de choses, mais bien sûr, la découverte d'une croix gammée sur la porte qui portait le mésouda, fait craindre une connotation antisémite à cette agression, et donc la prudence est de mise, mais aussi la rapidité d'action pour savoir ce qui s'est réellement passé et pour bien sûr apporter toute la lumière sur cette agression odieuse, parce que l'inquiétude est grande à Lyon, dans la communauté juive et aussi au-delà, et que nous avons besoin de savoir ce qui s'est passé et quelles étaient les intentions de l'agresseur. Depuis le 7 octobre, justement, quelle remontée avez-vous quant à l'augmentation d'actes et propos antisémites à Lyon, alors que près de 900 actes ont été recensés au niveau national ? C'est Lyon et hélas, en dehors de cette recrudescence d'événements et d'incidents antisémites signalés. J'ai, par exemple, constaté dans la circonscription des tags, particulièrement injurieux, sur une école du 6e arrondissement. Je suis intervenue pour immédiatement, bien sûr, m'assurer que ce tag était recouvert, mais nous voyons une recrudescence
inquiétante comme ailleurs et je perçois et je partage l'angoisse de la communauté juive. Moi, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que nous sommes à leur côté, la police, la justice, vous avez dit, près de 900 événements, 442 interpellations. Ça montre la grande fermeté dont nous font preuve et surtout aucune ambiguïté sur ces sujets qui, hélas, à Lyon et notamment du côté du maire de Lyon, je pense, ne sont pas pris à la hauteur et à la gravité, bien sûr, des circonstances. Plusieurs députés LFI ont tweeté en réaction à l'agression de cette jeune femme juive à Lyon. Ils y évoquent tous la responsabilité de l'extrême droite opérant un lien avec la croix gammée retrouvée. Est-ce que vous partagez cette conclusion, Anne Bruniera ? Alors, ce que je veux dire d'abord, c'est que Lyon est une ville modérée où il fait bon vivre, mais c'est vrai que Lyon est un terrain de jeu, l'expression peut-être mal choisie, à la fois pour l'extrême droite, mais aussi pour l'extrême gauche. Et nous savons, l'antisémitisme, hélas, a plusieurs visages et nous les combattons tous. Moi, je ne porterai pas de jugement sur cette affaire. Je pense que je fais confiance à la police et à la justice pour nous dire ce qu'il en est. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut condamner tout acte antisémitisme, d'où qu'il vienne, et arrêter de rejeter la faute les uns sur les autres. L'extrême droite dit que c'est l'extrême gauche dit que c'est l'extrême droite. Nous savons très bien que l'antisémitisme a plusieurs visages et qu'il nous faut le combattre d'où qu'il vienne. Lors d'un rassemblement en soutien à Gaza organisé hier à Paris, Rami Shahat, militant égypto-palestinien emprisonné en Égypte pour terrorisme durant plusieurs années, a évoqué à la tribune le fait qu'Israël n'avait pas le droit de se défendre, que les actes du Hamas n'étaient que de la résistance et non du terrorisme. Et il a fait aussi un parallèle entre le fait que le Hamas était violé par Israël et que la réaction était simplement de quelqu'un qui griffe en fait pour répondre à cette agression. Il y avait des députés LFI notamment face à ces gens qui donnaient ce discours-là. Est-ce que ces paroles peuvent continuer à être dites, à être écoutées à chaque rassemblement de soutien à Gaza ? Écoutez, c'est très très pour la députée que je suis en tout cas, c'est extrêmement triste et c'est même de la colère que je ressens quand je vois des députés qui se trompent à ce point, qui se fourvoient sur la lecture des événements, voire qui activent la haine des uns contre les autres. Hélas, je suis députée depuis 2017, je vois LFI agir depuis cette date-là, et notamment bien sûr dans la lignée de Mélenchon. Ce sont des actes irresponsables, ce sont souvent des propos irresponsables. Nous agissons à chaque fois que nous pouvons, nous les dénonçons, nous portons plainte même quand il le faut. Et nous restons extrêmement vigilants avec bien sûr les préfectures et les services de l'État. Il y a aussi la question de ce qui se passe dans les universités. La section solidaire de l'EHESS a produit un communiqué annonçant la tenue d'un événement. Le communiqué évoque la, je cite, normalisation de l'existence de l'État d'Israël, qu'elle dénonce et met en avant une victoire de la Palestine, je cite, de la mer au Jourdain. Ça participe d'un climat extrêmement tendu dans les universités que relate depuis plusieurs semaines, notamment l'Union des étudiants juifs de France. Est-ce qu'il y a un sujet particulier sur cette parole d'autant plus libérée dans les universités et quelle est l'action prise ? Alors, avec la ministre de l'Enseignement supérieur, nous sommes extrêmement vigilants sur ce qui se passe dans les universités et les établissements d'enseignement supérieur, parce qu'il n'y a pas que des universités, il y a aussi des grandes écoles et des écoles. Nous intervenons à chaque fois que cela est bien sûr nécessaire. Sur les universités, il y a un point important, c'est que les universités ont une autonomie depuis certains temps et il faut donc passer par les présidents d'université et c'est auprès d'eux, bien sûr, que la ministre, notamment nous tous, députés attentifs à ce sujet, agissons pour veiller à ce qui se passe dans les universités, dans le respect du droit d'expression, mais je répète, faut-il le rappeler peut-être tous les jours et toutes les heures, que l'antisémitisme n'est pas une opinion mais un délit et qui sera condamné en tant que tel. Nous avons eu, hélas, des sujets dans une université lyonnaise, nous la suivons de près avec le ministère de l'Enseignement supérieur, le recteur aux universités. Je suis très attentive à ce sujet-là et je ne suis pas la seule parmi les députés de la majorité. Pour finir, Anne Bruniera, l'antisémitisme, on l'a dit, c'est libéré depuis le 7 octobre. Quelle action politique entrevoyez-vous aujourd'hui pour qu'au-delà du fait de punir les auteurs, il y ait une mobilisation suffisante, j'ai envie de dire, de toutes et tous, pour que les gens ne se sentent plus autorisés à crier dans le métro, qui sont fiers d'être nazis, ou de publier sur Instagram des blagues sur l'assaisonnement d'un bébé mis au four par le Hamas ? C'est une question difficile que vous me posez. Il y a plusieurs
bien sûr, au niveau d'action, je pense qu'il y a un gros sujet sur les réseaux sociaux. Je pense que vous le savez, nous avons voté il y a peu une loi sur la sécurisation de l'espace numérique. La haine en ligne est bien sûr un sujet important. Nous augmentons les moyens, bien sûr, de Pharos et d'autres, et de la cybersurveillance. Ça, c'est important. Moi, je crois aussi beaucoup à l'éducation. J'ai été adjointe aux écoles à Lyon. Je suis aujourd'hui dans la commission éducation. Je pense que l'éducation est importante, et avec Gabriel Attal, nous sommes mobilisés pour que les professeurs puissent enseigner comme il le faut, enseigner l'histoire de la Shoah, savoir l'enseigner, correctement l'enseigner. Et puis, il faut aussi toujours rappeler, bien sûr, les valeurs qui sont les nôtres, les valeurs de la République, puisque, bien sûr, une personne de communauté juive qui est attaquée, c'est la République qui est attaquée. Je crois qu'il faut le redire et il faut que nous soyons plus présents auprès de la communauté juive aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été notre invitée ce matin sur RCJ. Anne Brugnera, députée Renaissance de la 4e circonscription du Rhône. Merci. Et nous sommes à présent en ligne avec François Heilbronn, vice-président du Mémorial de la Shoah. Bonjour. Bonjour. François Heilbronn, d'abord, quelle est votre principale crainte aujourd'hui ? Principal, c'est difficile à dire. Il y en a plusieurs. La première, c'est évidemment une crainte pour la sécurité d'Israël, je dirais. La capacité de défense d'Israël a été affaiblie. Sa capacité de dissuasion a été affaiblie. Et ça a des répercussions énormes sur Israël, sur le Proche-Orient, sur les processus de paix au Proche-Orient qui étaient bien enclenchés avec les accords d'Abraham. Et par répercussion, évidemment, ça a des répercussions sur la France et la communauté juive française. Et on le voit, c'est le thème de votre émission, je crois, avec la flambée particulièrement alarmante et particulièrement élevée des actes antisémites depuis le 7 octobre dans notre pays. Justement, les tags d'étoiles de David ont beaucoup résonné avec les prémices de la Shoah. On a entendu des témoignages de rescapés de la Shoah bouleversés par ces images. Est-ce que ces tags participent quelque part du même mécanisme de montrer le juif, de le marginaliser ? Oui, bien sûr, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu affaire, dans les attaques monstrueuses, criminelles et terroristes du Hamas sur la terre d'Israël le 7 octobre, à ce qu'on peut vraiment qualifier de vastes pogroms. Et ces vastes pogroms ont revivifié, hélas, des mémoires enfouies profondes dans notre inconscient, toutes et tous, de juifs d'Europe. Ce sont les massacres des croisades au Moyen-Âge, c'est les bûchers de l'Inquisition, c'est les pogroms dans l'espace polono-ukrainien russe de la fin du XIXe siècle et surtout de 1918 à 1922. Et enfin, évidemment, c'est la Shoah avec ses crimes de masse, son génocide contre le peuple juif d'Europe. Et donc, tous ces massacres ont réveillé en écho. Et ce qui est étonnant, c'est que ces massacres qui, chez les Juifs, ont éveillé cette angoisse, quasiment millénaire de massacres collectifs, de foules armées qui s'attaquent à des civils juifs sans défense. Eh bien, ce qui est étonnant, c'est que en France, au lieu que ces crimes monstrueux appellent à une mobilisation de l'ensemble des Français unanimes qui disent plus jamais ça, on a souvent entendu cette expression plus jamais ça, quand le plus jamais ça arrive, au contraire de cette mobilisation unanime, il y a de la compassion, il y a surtout beaucoup d'indifférence, mais plus inquiétant, il y a le mimétisme d'une certaine frange de la population, heureusement minoritaire, mais quand même qui s'exprime par des agressions verbales, des agressions physiques, et puis comme vous le dites, le marquage des lieux juifs symboliques, on en met des étoiles de David, et effectivement ça rappelle ce qu'on a appelé la nuit cristal à tort, c'était le nom que les Allemands lui ont donné, donc c'était surtout le pogrom du 8 novembre 1938, c'est-à-dire il y a 85 ans cette semaine. Eh bien, il y a 85 ans cette semaine, en Allemagne, les commerces juifs étaient tagués, les commerces juifs étaient attaqués, les institutions juives étaient attaquées, et effectivement, ce type de marquage d'étoiles de David dans l'enceinte publique, dans les lieux publics et dans les rues de France, sont un mauvais message, sont un message de haine qui ont tendance à rappeler, mais il ne faut jamais comparer, l'histoire balbutie, mais elle ne se répète pas forcément. Nous sommes en France, nous avons quand même encore un État républicain fort, nous avons
un ministre de l'Intérieur, un ministre de la Justice très ferme sur ces sujets. Donc nous sommes défendus par l'État, là où effectivement en 1938 en Allemagne, c'était l'État SS, l'État nazi, qui organisait ces marquages et ces persécutions, là où en France, c'est le fait d'individus isolés qu'il faut évidemment arrêter et punir très fermement. Vous évoquiez l'indifférence qui peut régner face à cette vague d'antisémitisme qui se propage depuis le 7 octobre. Manuel Valls pointe cela d'ailleurs dans un texte paru dans la Tribune ce dimanche. Est-ce qu'un sursaut des Français est possible et est-ce que ce ne serait pas ça, au fond, le seul garde-fou qui vaille face à toute cette montée d'actes et de propos antisémites? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Tout à fait d'accord avec vous, parce que j'ai lu la très très belle tribune de Manuel Valls, et d'ailleurs il faut saluer son courage immense. Il a été ministre de l'Intérieur en 2014, et qui déjà il avait affronté ces hordes antisémites qui déferlaient dans les rues de Paris pour ces manifestations soi-disant pro-palestiniennes, mais qui n'étaient qu'en fait que des manifestations de haine d'Israël et des Juifs, et où il avait été très ferme. Puis quand il avait été Premier ministre, il avait continué à être très ferme en protégeant à partir de 2015 très fermement tous les lieux juifs. Donc vraiment saluer sa vision, son courage. Et il nous manque en termes de responsabilité à la tête de l'État aujourd'hui, car il saurait être plus ferme, plus lucide, lui qui a été lucide bien avant tout le monde. Et pour revenir à votre question sur la mobilisation des Français, oui, j'ai vu que Rachel Kahn avait lancé une belle initiative de mettre en noir et blanc, comme on l'avait fait pour Charlie, le panneau, au lieu de dire « Je suis Charlie, je suis juif » sur nos espaces, nos réseaux sociaux, notre identité. Oui, si tous les Français pouvaient dire « je suis juif », ça veut dire que moi aussi je me sens concerné par ce qui arrive aux Juifs français en France. Ce serait fort, ce serait un signe de solidarité, puis ce serait aussi un signe pour montrer aux ennemis des Juifs, qui sont minoritaires, heureusement dans notre pays, et aux ennemis des Juifs, qu'ils ont face à eux une nation solidaire et soudée. Et je pense que vous avez vu, il y a un récent sondage qui montre que 85% des Français sont inquiets de la montée de l'antisémitisme en France. Donc être inquiet, c'est bien. Être mobilisé, comme vous le dites, c'est beaucoup mieux. Et mettre un petit panneau « Je suis juif » n'engage pas à grand-chose, mais montre une forme de solidarité. Et pour noyer la minorité néfaste et agissante face à une majorité déterminée pour défendre les valeurs de la République, comme elle l'avait fait au moment de la grande manifestation du 11 janvier 2015, où nous étions beaucoup avec des panneaux « Je suis juif, je suis policier, je suis Charlie ». Nous recevions il y a quelques jours la ministre en charge de la lutte contre les discriminations, Bérengère Couillard, qui évoquait une erreur, ou en tout cas une non-adaptation à la réalité, dans le fait de lier la lutte contre l'antisémitisme d'aujourd'hui uniquement à la Shoah. Elle a évoqué la nécessité de mieux enseigner les ressorts d'un antisémitisme contemporain. Est-ce que vous partagez ce constat ? Oui, il ne faut pas casser quelque chose pour créer autre chose. Par contre, je pense qu'il y a, parce que évidemment, comme vous m'interrogez comme vice-président du Mémorial de la Shoah, nous, notre action au Mémorial de la Shoah ne se cantonne pas à enseigner l'histoire de la Shoah. On a une action beaucoup plus large, beaucoup plus importante, et qui va peut-être dans le sens de cette ministre. Nous devrions peut-être l'inviter au mémorial pour lui montrer nos dispositifs. C'est que nous avons conscience, depuis que nous avons mis au point nos formations et nos accueils de lycéens, nous accueillons chaque année sur tous nos sites 100 000 lycéens et collégiens. Nous formons chaque année 6 000 professeurs d'histoire et nous les formons à l'analyse des grands génocides du XXe siècle, donc pas seulement celui des Juifs, pas seulement la Shoah, mais aussi les Arméniens, les Tutsis et les Gitans. Et on essaie de leur montrer le fonctionnement des mécanismes on commence avec les préjugés, les petites blagues, on passe à la haine, on passe à l'exclusion, à la spoliation, et puis on peut passer au crime, et au crime de masse. Donc on analyse bien tous ces phénomènes pour essayer de les déconstruire et surtout éviter qu'ils se reproduisent. Et par ailleurs aussi, on travaille énormément avec les professeurs sur tous les discours haineux au-delà de la Shoah, c'est-à-dire le complotisme qui déferle depuis 10 ans grâce surtout à cause des réseaux sociaux, qui est une catastrophe. La déconstruction du complotisme, la construction aussi du négationnisme, qui est quelque chose d'historique, mais qui maintenant est quelque chose de récent, puisque même les crimes du Hamas, pourtant filmés par les terroristes du Hamas, sont remis en question par les militants les plus fanatiques. Et donc nous travaillons beaucoup avec les professeurs là-dessus. Et il est vrai, par contre, là où cette ministre a raison, c'est qu'il faut aussi parler de l'histoire des Juifs sur le temps long, parce que l'histoire de la Shoah est une histoire triste, une histoire négative, une histoire à la fois de martyrs et de héros juifs qui se sont défendus, mais c'est quand même une histoire négative. Il faut parler d'histoire positive. Et par exemple,
à part être historien de Montréal-Achat, je suis professeur associé à Sciences Po, où j'enseigne plusieurs types de cours, mais j'ai un cours sur l'histoire des Juifs en France depuis 2000 ans, où justement je m'attache à montrer sur 2000 ans, donc sur un temps très long, depuis l'an 6, de l'apport culturel, scientifique, économique, politique, spirituel des Juifs à la France. Et en construisant ce type de cours, aussi on déconstruit les préjugés, on déconstruit les idées toutes faites, et c'est important. Et il y a une autre chose aussi très importante, je pense, qu'il faut développer dans notre dispositif scolaire, c'est que à l'école, au collège et au lycée, le conflit israélo-arabe, le conflit israélo-palestinien est enseigné. Il faut vraiment réfléchir à la manière dont il est enseigné, vraiment faire attention à la précision de cet enseignement. Et là, il y a une vraie réflexion, puisque vous le savez très bien, il y a une ignorance crasse sur le sujet, beaucoup de choses fausses sont dites, et nous réfléchissons même à la Shoah, dans nos formations de professeurs, les aider sur ces thématiques-là, parce qu'il est important que les faits historiques soient relatés dans leur plus grande objectivité et leur plus grande précision. Seule l'éducation permet de lutter contre l'ignorance, et l'ignorance est le vecteur de la haine. Justement, en termes d'éducation et de négation de la réalité, il y a quelque chose pour finir qui transparaît beaucoup dans le discours, c'est la charge de la dimension génocidaire qui est de plus en plus attribuée à Israël envers les Palestiniens. Qu'est-ce que ça dit, cette inversion dans le discours? Et est-ce que c'est trop tard pour tous ces gens-là qui aujourd'hui parlent d'un génocide à Gaza? Et pourquoi, en fait, cette réalité du terme et du génocide aujourd'hui est-elle à ce point niée ou travestie? En fait, on pâtit de 60 ans, 70 ans de propagande du KGB russe, très efficace, du KGB soviétique, très efficace. C'est l'inversion du discours. C'est que de traiter des démocrates de totalitaires, de traiter tout ce qui s'oppose à eux de nazis. D'ailleurs, on le voit très bien dans la propagande de Poutine par rapport à l'Ukraine, de Zelensky. C'est les Ukrainiens qui sont des nazis et Poutine est un grand démocrate qui veut libérer un peuple. Et donc cette inversion du thème était une vieille technique du KGB, et d'ailleurs, vous en rappelez évidemment, en 1975, l'ONU, sous la pression de beaucoup de dictatures, comme toujours l'ONU, avait voté la résolution sionisme égale racisme. Donc c'est vraiment l'inversion des valeurs, et donc l'inversion des valeurs, c'est des juifs sont des nazis, on l'avait déjà vu apparaître pendant la première guerre du Liban en 80 et 82, l'État d'Israël se comportait comme des nazis, pendant la deuxième intifada, on avait eu Jenin fait de la bataille de Jenin, qui avait déjà été sanglante, fait oublier le ghetto de Varsovie. Et là, aujourd'hui, c'est Israël a des pratiques génocidaires. Donc évidemment, tout ça est faux. Mais tout ça fait partie d'une propagande bien construite, bien orchestrée, qui est l'inversion des valeurs, où il faut déconstruire. Il faut déconstruire par la précision des mots. Qu'est-ce qu'un crime de guerre? Qu'est-ce qu'un crime contre l'humanité? Qu'est-ce qu'un génocide? Le peuple palestinien, en 1948, ils étaient 600 000. Aujourd'hui, ils sont 10 millions. Donc, je n'ai pas l'impression qu'ils aient souffert d'un génocide. Donc, il faut être factuel, précis dans nos argumentations, ce que vous faites à RCJ. Et donc, c'est important de construire tous ces discours. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin sur RCJ, François Heilbronn, vice-président du Mémorial de la Shoah. Merci, au revoir. Et on retrouvera dans un instant le maire du 17e arrondissement de Paris, Geoffroy Boulard. Édition spéciale. À quoi sert une chanson si elle est désarmée? Me disaient des Chiliens, bras ouverts, point. Plus que jamais, ne manquez pas le premier grand rendez-vous de la Tzedaka FSJU, le dîner des parrains, dimanche 12 novembre à 19h au pavillon d'Armenonville. Entouré de nos invités d'honneur, Katia et Sidney Toledano, et des parrains 2023, Michel Larocque et Pascal Elbé. Partie musicale exceptionnelle avec Julien Clerc. Je veux être utile à vivre et à rêver. La, 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 la. Solidaires plus que jamais, retrouvons-nous au dîner des parrains. Réservez maintenant auprès de Bianca au 01 42 17 10 08 et sur tzedaka.fr, tzedaka.fr. Chers auditeurs, je suis Victor Vince, directeur général du Magen David Adom. En ce moment crucial, Israël est confronté à de multiples défis. Chaque instant compte pour sauver des vies. Rejoignez-nous dans cette lutte vitale.
Votre don au Magen David Adom soutiendra nos équipes médicales et de secours qui bravent tous les dangers pour protéger et soigner les citoyens d'Israël. Pour faire votre don, mda-france.org ou MDA France, 40 rue de Liège, Paris. MDA France, association au service de la vie. Le FSJU, acteur majeur de la solidarité et institution centrale de la communauté, renouvelle ses instances dirigeantes avec des élections en 2024. Vous aussi, engagez-vous et faites entendre votre voix. Portez-vous candidat entre le 16 octobre et le 19 novembre 2023 pour présenter le Fonds social juif unifié. Rendez-vous sur élection.fsju.org. élection.fsju.org. Depuis plus de 75 ans, avec le FSJU, votre cœur a toujours raison. Tu as entre 17 et 30 ans, tu portes un projet innovant qui dynamise le monde juif et tu sens qu'avec un coup de pouce, ton initiative pourrait décoller, l'appel à projet Noé est fait pour toi. Si ton projet est retenu, tu bénéficieras d'une bourse jusqu'à 10 000 €, d'un incubateur de 6 mois avec des mentors, les workshops Noé et d'une visibilité média sur les réseaux du FSJU. Alors n'attends plus, dépose ton dossier de candidature dès maintenant sur noépourlajeunesse.org, rubrique appel à projet Noé. noépourlajeunesse.org. Le Centre d'art et de culture présente la 21e édition du festival Jazz & Klezmer. Du 9 au 19 novembre 2023. Une édition exceptionnelle avec les plus grands noms du jazz. Le trompettiste Avishai Cohen, Itamar Borochov, Daniel Zimmerman, David Elmalek, Madeleine et Salomon, les meilleurs artistes klezmer avec Denis Cugnot, Bube Meise, Golem Rock, Israeli Klezmer Orchestra. Le festival Jazz & Klezmer, c'est 17 concerts à Paris et dans toute la France, du 9 au 19 novembre. Infos et renseignements sur jazzandklezmer.fr et sur les billetteries habituelles. Moi, oui, je jette de l'argent par les fenêtres. Mais uniquement sur les autoroutes. Parce que sinon, je fais appel à Best Fenêtre. De la porte d'entrée à la pergola, en passant par les volets roulants, ils s'occupent de tout. Et comme ils sont qualifiés RGE Qualibat, je suis tranquille. Ah, j'ai oublié de vous dire. Avec eux, je bénéficie même des aides de l'État. Particuliers, professionnels, collectivités. Best Fenêtre, 132 rue de Bagnolet, Paris 20e. 01 43 73 36 36. Best Fenêtre, la qualité au meilleur prix. Israël est en guerre. Le KKL-JNF accompagne l'État d'Israël depuis sa création et s'est toujours tenu à ses côtés pendant les moments difficiles. Aujourd'hui, le Keren Kayemet l'Israël agit pour les habitants des communautés frontalières de Gaza et de celles du nord du pays afin de répondre à leurs besoins les plus urgents. Participez à la campagne d'urgence du KKL de France et faites votre don sur kkl.fr. KKL de France, 01 42 86 88 88. 01 42 86 88 88. Édition spéciale. Vous écoutez RCJ, il est 11h42 et voici un rappel des titres de l'actualité. Une jeune femme de confession juive a été poignardée ce samedi à son domicile à Lyon, a indiqué le parquet de la ville qui évoque un possible mobile antisémite, tandis que le CRIF en appelle à la prudence. Le pronostic vital de la jeune femme de confession juive blessée par arme blanche à son domicile situé dans le 3e arrondissement de Lyon ne se trouve pas engagé, a annoncé le parquet dans un communiqué. Aucune interpellation n'a eu lieu à ce stade, précise-t-on. Les premières constatations ont conduit le parquet de Lyon à ouvrir une enquête du chef de tentative de meurtre aggravée par la circonstance que le passage à l'acte pourrait être motivé par un mobile antisémite. Ce sont, rappelons-le, près de 900 actes antisémites qui ont été recensés depuis le 7 octobre en France et plus de 400 interpellations. Des rassemblements de soutien au peuple palestinien ont réuni des milliers de personnes samedi à Paris où étaient présents Jean-Luc Mélenchon et ailleurs en France. À Paris, le cortège a réuni environ 19 000 manifestants selon la préfecture de police, 60 000 selon la CGT. L'occasion pour Jean-Luc Mélenchon d'écrire sur X, je cite, « Quelques centaines de personnes », écrit Libération, un millier dit BFM, même propriétaire, même mensonge. En fait, les rues sont pleines de bastianation. Leur soutien inconditionnel du massacre mentent pour rien, en faisant référence à Patrick Drahi, qui n'est d'ailleurs plus propriétaire de Libération. En Israël, le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a affirmé ce samedi qu'Israël trouvera et éliminera le chef du Hamas palestinien dans la bande de Gaza, Yahya Sinwar. J'en appelle aux résidents de Gaza. Plus vite vous le trouverez vous-même, plus vite on en finira avec la guerre, a-t-il ajouté. L'armée israélienne a commencé son opération terrestre dans le territoire palestinien le vendredi 27 octobre. Au moins 29 soldats israéliens ont été tués depuis.
L'armée israélienne a annoncé avoir lancé des raids aériens contre des cibles du Hezbollah après des attaques du mouvement libanais, marquant une escalade de la tension à la frontière nord d'Israël. En réponse aux tirs en provenance du Liban, les avions de combat de l'armée israélienne ont frappé des cibles terroristes du Hezbollah, a indiqué l'armée dans un communiqué, faisant également état de frappes de chars et d'artillerie vers le territoire libanais. Une manifestation des familles et soutien des otages enlevés par le Hamas a rassemblé ce samedi soir plusieurs milliers de personnes à Tel Aviv, exigeant du Premier ministre Benjamin Netanyahou davantage d'efforts pour leur libération. Près d'un mois après les attaques meurtrières du mouvement islamiste palestinien contre Israël le 7 octobre, plusieurs centaines de personnes ont également manifesté à Jérusalem pour exiger la démission de Benjamin Netanyahou, qu'ils jugent, je cite, responsable et coupable des défaillances dans la gestion du pays. Les dirigeants du groupe terroriste palestinien du Hamas à Gaza ont suspendu l'évacuation des détenteurs de passeports étrangers vers l'Égypte après le refus d'Israël d'autoriser l'évacuation de Palestiniens blessés vers des hôpitaux égyptiens, a indiqué l'AFP un responsable de la police des frontières. Aucun détenteur de passeport étranger ne pourra quitter la bande de Gaza tant que les blessés qui doivent être évacués des hôpitaux du nord de Gaza ne seront pas transportés par le point de passage de Rafah vers l'Égypte, a déclaré ce responsable sous couvert d'anonymat. Le fonctionnaire ne donne aucune information sur l'identité des blessés. Un haut fonctionnaire de l'administration américaine a quant à lui déclaré hier que le Hamas avait tenté de faire sortir clandestinement de ses territoires des blessés palestiniens, a indiqué le Times of Israel. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken rencontrera le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas à Ramallah demain. Il s'agira du premier voyage du haut diplomate américain en Cisjordanie depuis le début de la guerre en Israël. Et le groupe terroriste palestinien du Hamas a déclaré un responsable palestinien au Times of Israel. En début de semaine, Blinken a déclaré lors d'une audition au Congrès, à un moment donné, le plus logique serait qu'une autorité palestinienne efficace et revitalisée ait la possibilité de la gouvernance et en fin de compte de la sécurité à Gaza. C'est la première fois que l'administration Biden déclare publiquement qu'elle souhaitait que l'autorité palestinienne reprenne la bande de Gaza après avoir évoqué cette idée en privé avec des partenaires régionaux au cours de la guerre entre Israël et le Hamas. Le président américain Joe Biden a fait état de progrès dans l'obtention de la pause humanitaire réclamée par Washington dans les combats entre Israël et le Hamas à Gaza, censé aider à protéger les civils et à acheminer davantage d'aide vers la bande de Gaza. Et enfin, le président LR de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, plaide dans la tribune dimanche pour la destruction du Hamas qu'il voit comme, je cite, le principal ennemi des Palestiniens et dont l'éradication est aujourd'hui une condition de paix. L'islamisme est bien le principal ennemi des musulmans, comme le Hamas est le principal ennemi des Palestiniens, assure Laurent Wauquiez. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant l'émission d'Alexandre Mars, Pause, avec le cofondateur de Bubble qui a décidé de rendre le code accessible à tous. Je vous souhaite une bonne journée à l'écoute de nos programmes sur RCJ. Édition spéciale.